Bonjour Gaspard Estrada. Bonjour. Très brièvement, une petite présentation. Vous êtes politologue, directeur exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et de la Caraïbe à Sciences Po, Paris. Voilà, c'est ça. Alors pourquoi est-ce qu'on vous reçoit, la Fondation Jean Jaurès vous reçoit aujourd'hui? C'est évidemment pour parler d'Amérique latine, dans une semaine un peu particulière pour les pays latino-américains. C'est la semaine du 12 octobre, qui est un jour férié dans la plupart des pays latino-américains, avec des qualifications différentes. C'est le jour de la race, le jour de l'Amérique latine, le jour, pour certains, de la rencontre entre deux mondes. Quoi qu'il en soit, c'est une date particulière, donc qui justifie notre échange aujourd'hui. Alors, la première question que je voudrais vous poser, c'est entre le 12 octobre de l'année dernière et le 12 octobre de cette année, quels sont les éléments qui vous paraissent les plus importants, qui ont marqué le calendrier de cette année en Amérique latine, cette année politique, sociale, économique et évidemment sanitaire? Bon, je pense que l'élément le plus important, vous l'avez mentionné, mais on va en parler en plus de détails par la suite, c'est très clairement le coronavirus. Le coronavirus qui a démarré en février, fin février. Absolument. Il s'est passé quand même des choses entre octobre et février. Absolument. Et l'Amérique latine a été au cœur de l'actualité internationale, ce qui est assez rare, compte tenu de sa situation assez périphérique dans les grands enjeux internationaux, compte tenu d'une certaine concomitance quant à une série de mouvements sociaux et des protestations qui ont eu lieu dans les pays de la côte sud. Dans quel pays en particulier? Alors, notamment le Chili, oui. Il y a eu l'Argentine, il y a eu d'autres mouvements plus électoraux en Bolivie, et on a pu lire dans la presse internationale, on a pu évoquer le fait qu'il pourrait avoir un printemps latino-américain. Moi, je suis plus réservé. Printemps latino-américain sur le modèle des printemps arabes. Voilà, c'est ça. Moi, je suis plus réservé par rapport à ce qualificatif, compte tenu en fait des réalités nationales. Oui. Il y avait en Bolivie à l'époque une mobilisation assez classique, c'est-à-dire une mobilisation pré- et post-électorale liée à un enjeu fondamental pour les Boliviens, c'est-à-dire l'acte de vote et le fait de décider le destin de ce pays. Il y avait d'autre part au Chili des mobilisations sociales qui sont, elles, liées à un accord qui a permis une transition politique, mais qui a débouché sur un statu quo. La transition politique assez lointaine, c'est en 89-90. Et qui a débouché sur un statu quo, puisque la constitution qui aujourd'hui qui régit le Chili est une constitution qui a été adoptée sous la dictature militaire. Et c'est à la suite de ces mobilisations qui ont commencé avec des mobilisations sociales, et notamment dans les services publics, qui ont eu une ampleur sans précédent au Chili, qu'un référendum ou un plébiscite a été acté par les institutions du pays. Et un plébiscite n'a toujours pas eu lieu, puisque compte tenu de cette crise du coronavirus, et bien ce rendez-vous électoral a été reporté au 25 octobre. Et donc, il y a eu cette séquence liée aux mobilisations sociales avec une région latino-américaine qui, il me semble, est très polarisée. Il s'agit aussi d'une région qui est fragmentée politiquement, socialement, ce qui n'arrange pas les choses, et une région qui a eu des taux de croissance économique très faibles en 2019, et de manière plus générale, la décennie qui vient de s'écouler, la décennie 2010, a été une décennie avec une faible croissance économique, une faible redistribution sociale, voire une redistribution sociale plutôt négative, en contraste avec les années 2000, qui elles avaient été très positives sur ce plan-là. Et donc, c'est dans ce contexte-là que la crise du coronavirus est intervenue, ce qui a impacté très durablement la région. Avant de parler du coronavirus, je voudrais qu'on en parle après, dans un deuxième bloc
d'échange. Je voudrais revenir sur ce que vous avez appelé un possible printemps latino-américain. Alors, il y a eu effectivement des mouvements sociaux dans un certain nombre de pays qui se sont superposés avec des changements électoraux assez nouveaux dans la période récente, notamment en Argentine et au Mexique. Que sont devenus à la fois les fruits de ces changements électoraux sur le terrain du concret en Argentine et au Mexique et les suites de ces événements sociaux au Chili, notamment en Colombie ou en Équateur. Enfin, est-ce que vous ne pensez pas qu'il va y avoir malgré tout un certain nombre de conséquences sur le terrain de la gouvernabilité dans les pays d'Amérique latine à la suite de ce double mouvement électoral et social? Alors, si on prend l'année 2019 dans son ensemble, donc commençant en janvier et non pas en octobre, l'année 2019, en effet, elle a été le théâtre d'un réajustement fait dans les équilibres politiques de la région latino-américaine. Comme vous l'avez souligné, deux des principaux pays de l'Amérique latine, l'Argentine et le Mexique, ont basculé à gauche. Et c'est quelque chose de très important pour l'Amérique latine, compte tenu de l'arrivée et du basculement de l'extrême droite du Brésil, de l'arrivée en 2018 de Ivan Duque en Colombie. Et donc de ce point de vue-là, il y a eu en effet un certain rééquilibrage du rapport de force dans la région latino-américaine. Alors, il y a aussi une volonté politique qui a été affichée par les deux présidents Fernández et López Obrador de mener à bien une alliance, un axe, si je puis dire, entre Buenos Aires et Mexico, qui s'est traduit par des actes assez concrets, par exemple l'exfiltration d'Evo Morales de Bolivie. Ça a été à la suite justement d'une opération politique conjointe entre ces deux capitales. Il y a aujourd'hui une volonté de permettre aux latino-américains d'avoir accès aux vaccins. Il y a un accord aussi public-privé et surtout entre ces deux capitales. Et cela a eu des conséquences non seulement sur ces relations bilatérales, mais aussi sur le terrain régional. Depuis 2017, il y avait une très grande volonté de la part des capitales latino-américaines à droite d'isoler le Venezuela et de faire du Venezuela un thème quasiment consensuel contre l'action du gouvernement Maduro, notamment par le biais de la création du groupe de Lima. Et c'est ce groupe de Lima qui, de mon point de vue, a perdu beaucoup de vigueur depuis l'année 2019, compte tenu de ses alternances politiques. Cela étant dit, ces alternances politiques n'ont pas permis et n'ont pas abouti à un véritable réalignement politique de la région, compte tenu, de la politique très agressive de Donald Trump vis-à-vis de la région. Et cela a, d'autre part... Tout le monde pense le coronavirus, qui était une pandémie, donc une maladie mondialisée, donc qui a touché l'Amérique latine comme l'Europe, l'Asie, un peu moins l'Afrique. Est-ce que cette pandémie, dont apparemment l'Amérique latine n'arrive pas à sortir, aura des incidences sociales, politiques, économiques importantes pour les prochains mois? Sans aucun doute, parce que de mon point de vue, la crise du coronavirus a accéléré, a mis en lumière surtout les défaillances des pays latino-américains, que ce soit une défaillance sur le plan de comment fonctionnent les États latino-américains, c'est-à-dire des États qui sont mal structurés, peu préparés pour affronter ce genre de catastrophes sanitaires. Ça a également mis en lumière les défaillances par rapport à la gestion sanitaire de ces pays. Cela a aussi aggravé dans certains pays en fait les problèmes de fiscalité, c'est-à-dire des pays qui prélèvent peu ou prélèvent mal leur imposition.
Et cela a des conséquences sur la vie des gens, puisque, à la différence d'autres pays, d'autres régions du monde, l'Amérique latine concentre les handicaps dans le sens où il s'agit d'une région qui est dans ces grands, voilà, essentiellement urbanisée, donc qui concentre les possibles foyers d'infection, et aussi avec une population qui vit très largement dans le secteur informel de l'économie. Et cela conditionne... Oui. Oui. Ça pourrait expliquer les raisons pour lesquelles il y a un certain nombre d'États qui ont pris des mesures, que ce soit sanitaires ou sociales. Pense au Pérou, par exemple, qui a été le premier pays à réagir, en accordant notamment des aides aux familles de travailleurs informels, et pourtant, le résultat se fait toujours attendre. Et donc, si je comprends bien, ça serait l'explication résiderait dans cet héritage de déficit accumulé qui ne permet pas conjoncturellement de régler des problèmes qui sont en fait structurels. Exactement, exactement. Je pense que le cas péruvien est, de ce point de vue-là, très éloquent, puisque le Pérou a fait des demandes de prêts très ambitieuses, avec des programmes sociaux émergentiels de près de 12% de son PIB. C'est énorme en termes de masse. Mais malheureusement, ces prêts ont eu beaucoup de mal à aller dans les poches des Péruviens. Pourquoi ? Parce que l'État péruvien est, d'une certaine mesure, assez dysfonctionnel. Il y a des problèmes évidents de relations entre l'État central et les collectivités locales qui devraient gérer et devraient distribuer ces prestations sociales d'urgence. Et donc, de ce point de vue-là, on voit bien comment les carences des États latino-américains, en l'occurrence de l'État péruvien, sont vraiment mises en lumière par cette crise du coronavirus. Il y a d'autres pays qui, en revanche, n'ont pas pris ce genre de mesures fiscales, je pense notamment au Mexique, et qui ont un bilan social très dur pour ces sociétés qui, comme je le disais, vivent en bonne mesure grâce au secteur informel de l'économie, c'est-à-dire qu'elles vivent au jour le jour, elles n'ont pas accès aux des mécanismes de protection sociale, et donc elles sont beaucoup plus exposées au virus que d'autres, compte tenu justement de ce manque de formalité. Donc ça, je pense que c'est un élément qui est saillant et qui traverse l'Amérique latine, que ce soit dans les gouvernements de gauche comme les gouvernements de droite, et qui devrait imposer des réponses à la hauteur, justement, pour faire face justement à ce défi. Est-ce qu'il est possible de régler une crise conjoncturelle sur des sociétés qui appellent des réponses structurelles, c'est-à-dire au minimum au moyen terme? Il n'y a aucun doute que les réponses à cette urgence, elles doivent viser tout d'abord à parer l'urgence et à faire en sorte de trouver des solutions à très court terme. Mais je pense que cela permettrait que les sociétés demandent aux responsables politiques justement d'aller au-delà. Mais malheureusement, comme je le disais en introduction, les sociétés latino-américaines sont des sociétés qui sont polarisées. Il s'agit de sociétés également fragmentées. Et donc le dialogue a beaucoup de mal à intervenir, d'autant plus que durant cette séquence 2019-2020, nous avons aussi assisté à des problèmes d'ordre démocratique. Je pense notamment à ce qui s'est passé en Bolivie, mais je pense aussi à ce qui peut avoir lieu au cours de campagne, notamment là, très récemment en Équateur, aussi ce qui se passe au Nicaragua, au Venezuela, et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on peut avoir certaines formes d'inquiétude par rapport à l'avenir de la Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, si je comprends bien, il y a la société qui est en droit d'attendre des réponses à cette crise, qui a toutes les raisons de ne pas être satisfaite, parce que la crise a révélé des déficits énormes en matière sanitaire, sociale et autres. Et le constat que l'on peut faire, si on regarde les sondages, supposer que les sondages soient fiables, bon, deux des pays les plus affectés par la pandémie, le Brésil et le Mexique, ont des dirigeants qui bénéficient de cotes de popularité en hausse. Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe? Alors, oui et non. Je pense qu'il y a un paradoxe
compte tenu en fait, de la gestion de la pandémie et des messages qui ont été adressés par les dirigeants de ces pays aux populations mexicaines et brésiliennes. Je pense qu'en ce qui concerne le Brésil, très clairement, il y a eu, y compris contre l'avis du propre président Bolsonaro, une réponse sur le plan social à justement ces carences et notamment cette très grande précarité de la société brésilienne par le biais de l'attribution d'aides qui ont été votées à l'initiative du Parlement et surtout à l'initiative de l'opposition à Jair Bolsonaro. Je pense notamment à la coalition de gauche, le Parti des travailleurs, le Parti communiste, le Parti socialiste, qui ont réussi à voter un programme d'aide assez conséquent pour le Brésil, un programme d'aide d'urgence d'une centaine d'euros par mois. Et c'est grâce à ce programme social que Bolsonaro a retrouvé les couleurs, notamment au sein d'un électorat qui n'a pas voté pour lui à l'origine en 2018, c'est-à-dire les plus pauvres, les personnes qui gagnent entre 0 et 5 salaires minimum, les personnes qui travaillent essentiellement dans le secteur informel de l'économie et essentiellement des personnes qui vivent dans le nord-est du Brésil, la place forte du Parti des travailleurs. La question est de savoir si pour Bolsonaro, cette hausse dans les sondages sera durable. Moi j'ai des doutes, compte tenu de la situation générale de l'économie brésilienne et des perspectives de l'année 2021. En ce qui concerne le Mexique, il y a une très grande défiance des Mexicains vis-à-vis de la classe politique traditionnelle. López Obrador a réussi à imposer son message de probité jusqu'à présent. Là aussi, la question, est-ce que ce message, l'efficacité de ce message pourra se maintenir d'ici aux élections législatives de juillet 2021? C'est une question qui se pose. En tout cas, les sondages aujourd'hui disent que le parti de M. López Obrador gagnerait les élections intermédiaires de juillet 2021. Dernières interrogations, elles portent sur les nombreux rendez-vous électoraux de cette fin d'année et du début 2021, donc élection générale en Bolivie, référendum constitutionnel au Chili, élection municipale au Brésil, législative en principe au Venezuela, puis ensuite en janvier général en Équateur, puis Pérou, Nicaragua et fin de séquence pour la première moitié de l'année 2021 au Mexique pour des élections intermédiaires. Est-ce que ces élections sont de nature à se brancher sur ce dont on vient de parler jusqu'à présent, crise sanitaire, crise sociale antérieure, et jouer en faveur dans une direction politique ou dans une autre? Alors, je pense que, compte tenu des études d'opinion publiées à ce jour, très clairement, il y a une défiance des sociétés latino-américaines vis-à-vis de leurs élites politiques, de leurs élites économiques. C'est un mouvement, comme on l'a déjà expliqué, qui est antérieur à la pandémie. On l'a vécu notamment en Amérique du Sud. Mais je pense que cette crise du coronavirus va probablement amplifier cette défiance avec des volontés d'alternance assez marquées dans les pays où très clairement il y a des projets politiques qui sont divergents. C'est ce qui, de mon point de vue, explique par exemple la bonne tenue de la candidature du MAS en Bolivie, malgré l'usure du pouvoir, les 14 ans du pouvoir du MAS, malgré le fait que la candidature d'Evo Morales... Le MAS étant le parti d'Evo Morales. Voilà, exactement, le mouvement au socialisme. Et le candidat actuel du MAS, Luis Arce, serait en mesure de remporter cette élection au premier tour. Donc je pense que si on regarde les sondages, que ce soit en Bolivie, mais en Équateur aussi, Andrés Arauz, qui est quand même un inconnu de la scène politique équatorienne, un technicien, il a eu des postes importants dans le gouvernement de Rafael Correa,
mais somme toute quelqu'un qui n'était pas une personnalité, une figure publique de premier plan du parti de la formation politique de Rafael Correa, Alianza País, et qui, selon les sondages publiés à ce jour, serait aussi élu dès le premier tour. Donc je pense qu'il y a cette volonté d'alternance, c'est pas quelque chose de nouveau en Amérique latine, c'est quelque chose qu'on a déjà pu voir dans le dernier cycle électoral de 2017 à 2019, où il y a eu une volonté de faire en sorte qu'il y ait des mécanismes d'alternance. Après, cette tendance, elle n'est pas univoque. Je pense que par exemple au Brésil, à contrario, les élections municipales qui auront lieu en novembre, elles vont plutôt bénéficier les sortants, les candidats, disons, au poste de maire, puisqu'au Brésil, il est possible d'être réélu au moins une reprise. Et la configuration 1 par rapport à la loi électorale, l'offre électorale également, va tendre à bénéficier les candidats sortants du fait du peu de temps en fait, de campagne, du fait que l'épidémie continue de sévir sur place, et surtout qu'il y a un véritable ras-le-bol par rapport aux campagnes électorales, et je sens que, en tout cas c'est ce que disent les sondages aujourd'hui, les candidats sortants, les maires sortants auront une sorte de prime à l'occasion de cette campagne, ce qui est exact inverse de ce qui a eu lieu lors des élections municipales antérieures, c'est-à-dire en 2016, où il y avait tout ce phénomène d'antipolitique et de rejet aux partis politiques alimenté par cette opération Lava Jato. Et je pense que, à contrario, en 2020, c'est plutôt les sortants qui sont bénéficiés. L'opération Lava Jato, opération anticorruption qui avait ciblé en priorité le parti des travailleurs et ses alliés. Absolument. J'aurais malgré tout une dernière question à poser. Il y a une autre grande élection au mois de novembre, le 3 novembre, c'est l'élection présidentielle aux États-Unis. Est-ce que, quel que soit le candidat élu, cette élection aura une incidence sur non seulement la relation des États-Unis avec l'Amérique latine, mais sur les évolutions politiques en Amérique latine? Alors oui, peut avoir une incidence. Oui, je pense que cette élection américaine est très importante pour l'avenir de l'Amérique latine. Premièrement pour son voisin, le Mexique, compte tenu de la dimension du volume d'échanges, que ce soit sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan migratoire. Pour les pays d'Amérique centrale également, il y a de vraies différences d'approche entre ce qui pourrait être une présidence Biden et un gouvernement Trump 2. Donc de ce point de vue-là, oui, je pense qu'il peut y avoir des changements. Également par rapport à l'Amérique du Sud, je pense que ce soit par rapport au Brésil et la gestion de cette relation bilatérale qui a été une relation bilatérale que je pourrais qualifier quasiment de charnelle entre Bolsonaro et Trump, y compris au niveau des familles. Très clairement, Biden a fait savoir publiquement, y compris à l'occasion du premier débat, qu'il y aurait une réorientation de la politique américaine vis-à-vis du Brésil, que ce soit sur le plan des droits de l'homme, de la protection des droits aux minorités et sur le plan de l'environnement. Donc, sur ces dossiers-là, également sur les questions commerciales, je pense que si qu'une éventuelle arrivée au pouvoir de Joe Biden peut avoir une conséquence sur sa relation avec le Brésil. Après, il y a d'autres questions qui restent plus, disons, en terrain de l'inconnu. Quelle pourrait être la politique américaine en ce qui concerne la lutte contre les drogues dans la région andine? Quelle pourrait être l'approche de l'administration américaine vis-à-vis d'Alberto Fernandez en Argentine? C'est des questions qui ont peu été évoquées durant cette campagne, sans parler de la question vénézuélienne, où je pense que là, il pourrait y avoir un léger changement par rapport à l'approche dont est perçue l'opposition vénézuélienne. Je pense qu'en revanche, là où c'est très clair, c'est par rapport à Cuba. En tout cas, Joe Biden a fait comprendre, en tout cas par le biais de ses conseillers,
que c'est plutôt l'approche d'Obama qui serait privilégiée durant un éventuel mandat de Joe Biden. Donc de ce point de vue-là, je pense que en effet, il y aura des conséquences. Je pense aussi qu'il y aura des conséquences sur le plan régional, notamment par rapport à ce que pourrait être le futur de la BID. Joe Biden a fait comprendre les canaux de développement. Biden a fait comprendre que la candidature et éventuellement la présidence de Mauricio Claver Carone à la tête de cette institution multilatérale ne serait pas la bienvenue. Est-ce que cela va se traduire par une éviction de cette personnalité? On ne le sait pas, mais on ne peut pas l'exclure. Donc je pense que, en effet, cette élection est très importante pour l'avenir de l'Amérique latine. En revanche, là où il n'y aura pas de modification, si on croit les déclarations des responsables démocrates, c'est par rapport à cette politique assez ferme de l'administration américaine vis-à-vis de la Chine en Amérique latine. Je pense notamment à des enjeux tels que l'implantation de réseaux de 5G dans les pays latino-américains, où très clairement l'administration Biden ne fera pas de cadeau à Pékin. Bien, on va s'arrêter là pour l'instant. On se reverra certainement pour après tous ces enjeux électoraux. Merci Gaspard Estar. Merci à vous.